أجواء إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le patriarche maronite Bchar Haraï exhorte les forces politiques à examiner avec sérieux et dans un esprit responsable le compromis proposant l'élection de Slimane Frangieh, le chef des Maradas, à la présidence de la République. Au Yémen, le groupe État islamique revendique l'attentat qui a coûté la vie ce dimanche au général Jafar, le gouverneur de la province d'Aden, proche du président Hadi. Un discours très attendu ce dimanche, celui de Barack Obama depuis la Maison-Blanche. Il va évoquer la lutte contre le terrorisme, 4 jours après la fusillade de San Bernardino en Californie. Et plus de 44 millions de Français sont appelés aux urnes pour les élections régionales. À 1 an et demi de la présidentielle, c'est un scrutin test. Les sondages donnent le Front National en tête avec 32% des intentions de vote. Le patriarche maronite Bchar Haraï a exhorté ce dimanche les forces politiques à examiner avec sérieux et dans un esprit responsable le compromis proposant l'élection de Slimane Frangieh, le chef des Maradas, à la présidence de la République. Dans son homélie prononcée lors d'une messe à Pkerki, le prélat a souligné la nécessité que cette décision fasse l'unanimité auprès de tous les Libanais. Haraï a par ailleurs critiqué les partis politiques et les blocs parlementaires ayant failli à leur devoir national, incapables d'élire un chef de l'État depuis 1 an et 7 mois. L'appel lancé par le chef de l'église maronite intervient alors que plusieurs pôles chrétiens ont exprimé à mots couverts leur désapprobation à l'initiative portant sur l'élection de Slimane Frangieh à la magistrature suprême et qui les placerait devant le fait accompli. Justement, le député des forces libanaises Antoine Zahra est catégorique dans des déclarations à nos confrères de OTV. Il a indiqué qu'il trancherait en faveur du chef du bloc parlementaire du changement et de la réforme, Michel Aoun, si le choix devait se faire entre ce dernier et le leader des Maradas, Slimane Frangieh. De son côté, le secrétaire général du 14 mars, Fares Souaid, a affirmé que chez nos confrères de la LBC, que l'élection du président de la République constituait une bataille pour l'équilibre des forces politiques et que ce sont les relations entre les sunnites et les chiites qui contrôlent le jeu politique au Liban, malgré le fait que le président de la République soit chrétien. Je vous le disais en titre, au Yémen, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a coûté la vie ce dimanche au général Jafar, le gouverneur de la province d'Aden, proche du président Abdel Mansour Hadi. Au moins 6 de ses gardes du corps ont également péri. Une voiture piégée a explosé au passage de son convoi dans un quartier connu comme étant un fief des djihadistes armés. Myriam Amelal Almas. C'est sur cette route qui mène au quartier résidentiel d'Aden que le gouverneur de la ville a été tué. Une voiture piégée a explosé au passage de son convoi. Au moins 6 de ses gardes du corps sont morts à ses côtés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans un communiqué mis en ligne sur Twitter. Les terroristes qui y menacent de commettre d'autres actions n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Il s'agit de la 2e attaque meurtrière de l'organisation terroriste à Aden. Les djihadistes avaient déjà revendiqué une série d'attentats contre le siège provisoire du gouvernement yéménite et des bâtiments militaires le 6 octobre dernier. La mort du gouverneur, le général Jafar Saad, est un revers pour les autorités qui peinent à sécuriser la 2e ville du pays. La situation est très tendue dans de nombreux quartiers disputés par les rebelles chiites et les forces gouvernementales. L'instabilité qui règne dans le pays favorise le renforcement d'Al-Qaïda déjà bien implanté et l'émergence du groupe État islamique. L'organisation semble gagner du terrain malgré les frappes de la coalition menée par l'Arabie saoudite, censée rétablir l'ordre dans le pays. Une attaque au couteau dans une station de métro à Londres. Il y a 3 blessés. La section antiterroriste a pris en charge l'enquête. L'auteur de ces coups de couteau a été arrêté. Il est placé en garde à vue. Les explications de Ludovic de Foucault. Un homme vient d'être poignardé au cou, mais l'agresseur est toujours là. Dans cette station de métro du nord-est de Londres, il se tient debout, couteau en main, au milieu de voyageurs paniqués. Des policiers arrivés sur scène essayent de l'immobiliser. Après plusieurs tentatives, un tir de taser fait mouche. L'homme s'écroule sous la décharge électrique avant de lâcher son couteau. Puis, les policiers le menottent. Les usagers
sont sous le choc. Il avait vraiment l'air fou, c'était vraiment effrayant. Je voyais la victime de l'autre côté du portillon, allongée par terre. À côté de lui, il y avait ce type avec un petit couteau, et il criait. On voulait aller aider la victime, mais c'était difficile avec ce gars qui brandissait son couteau. L'attaque a fait 2 blessés légers et un blessé grave dont les jours ne sont pas en danger. Selon la chaîne de télévision Sky News, des témoins auraient entendu le suspect évoquer la Syrie et crier « C'est pour la Syrie ». Une information non confirmée par la police, mais l'enquête a été confiée au commandement antiterroriste. Mercredi, le Parlement britannique a autorisé le gouvernement à bombarder des positions du groupe État islamique en Syrie. Après les chasseurs bombardiers Tornado dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sont les avions de combat Typhoon qui sont entrés en action ce samedi. Les frappes aériennes menées par le Royaume-Uni contre le groupe État islamique en Syrie sont illégales et vont être en soutien au terrorisme. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche le président syrien Bachar el-Assad dans une interview au Sunday Times. Vous ne pouvez pas les battre si vous n'avez pas l'approbation du peuple et du gouvernement syrien, a-t-il martelé. Bachar el-Assad a également maintenu la porte ouverte à une coopération sérieuse avec les pays occidentaux pour combattre le terrorisme. Et la Russie aurait aménagé 2 bases aériennes dans le centre de la Syrie. C'est en tout cas ce qu'affirment des sources proches du régime et de l'opposition, mais démenti par le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité à la Douma, Viktor Ozrov. Un escadron d'hélicoptères de combat russe a également été déployé sur l'aérodrome T4 situé à l'est de Homs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce déploiement servirait à appuyer les opérations terrestres de l'armée syrienne dans ce secteur. En ligne de mire, la ville antique de Palmyre, prise par le groupe État islamique en mai dernier. Un discours très attendu ce dimanche, celui du président américain Barack Obama depuis la Maison-Blanche. Un discours à la nation lors duquel il va évoquer la lutte contre le terrorisme 4 jours après la fusillade mortelle de San Bernardino en Californie, qui, je vous le rappelle, a fait donc 14 morts. Un discours qui sera centré sur les mesures du gouvernement américain pour assurer la sécurité donc aux États-Unis. Restez des nôtres au retour de la pause, la traditionnelle illumination du sapin de Noël à Bethléem. Retour sur le plateau de l'info, 19,5 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler les 167 sièges de leur parlement pour 5 ans. Le pays est polarisé, d'un côté le camp des chavistes, de l'autre la coalition d'opposition très hétérogène. Plus qu'une adhésion à un programme de l'opposition qui reste encore très flou, il pourrait s'agir surtout d'un vote sanction contre le pouvoir en place. Plus de 2 ans après la mort du leader charismatique Hugo Chavez, le Parti socialiste déçoit Mouna Benaïssa. Un rassemblement du parti au pouvoir aux airs de campagne présidentielle. Ce sont pourtant des élections législatives qui se tiennent ce dimanche au Venezuela. Et pour la première fois en 16 ans de chavisme, l'opposition pourrait remporter la majorité parlementaire. Ça serait triste, vraiment très triste que le peuple abandonne. Allez-vous vous rendre à la bourgeoisie ? Mais les discours enflammés du successeur d'Hugo Chavez convainquent de moins en moins. Avec la chute du prix du pétrole, l'économie du pays s'est effondrée. L'inflation atteint des niveaux records et les Vénézuéliens sont lassés par les pénuries alimentaires et l'insécurité alarmante. C'est un moment très spécial. Le pays traverse une crise très importante et la population est avide de changements, de propositions et d'alternatives. L'opposition croit quant à elle en sa victoire, mais craint que le président Maduro ne reconnaisse pas la défaite de son parti, de quoi provoquer de nouvelles violences dans le pays. Si Maduro ne reconnaît pas les résultats ce dimanche et qu'il se montre injuste, ce ne sera pas contre notre coalition, la table de l'unité démocratique, mais contre le peuple vénézuélien. En cas de victoire, la coalition d'opposition pourrait faire adopter une amnistie pour les 75 prisonniers politiques. Mais rien n'est moins sûr. Le régime présidentialiste permet à Nicolás Maduro de limiter le pouvoir du Parlement en cas de changement de majorité.
Une autre élection, ça se passe en France, à 1 an et demi de la présidentielle. C'est un scrutin-test qui a lieu dans l'Hexagone. Plus de 44 millions de Français sont appelés aux urnes pour des élections régionales. François Hollande a voté peu après 9 heures, hors de Paris, dans son fief de Tulle. Pour son camp socialiste, l'enjeu consiste à limiter la casse. Les sondages donnent la droite et le Front national de Marine Le Pen loin devant, avec 27 à 30% des intentions de vote contre 22% en moyenne pour le Parti socialiste. C'est dans un bureau de vote du 16e arrondissement de Paris que l'ancien président de la République et président du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy, a voté ce matin. Un peu plus tôt, c'était au tour du Premier ministre Manuel Valls de glisser son bulletin dans l'urne à Évry. À voter. Bayrou François. Le président du Modem, François Bayrou, est allé voter, lui, dans le bureau de sa ville de Pau. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les candidats se sont succédés. Marine Le Pen, présidente du Front National et tête de liste, est arrivée dans le bureau d'Hénin-Beaumont vers 11 h, accompagnée du maire de la ville, Steve Briouat. Un peu plus tôt à Saint-Quentin, Xavier Bertrand, tête de liste du parti Les Républicains, s'est rendu au bureau de vote dès 9 h. Le candidat PS Pierre de Saint-Ignon a quant à lui voté à Lille. À Lille également, Sandrine Rousseau, la candidate écologiste, est venue remplir son devoir vers 10 h ce matin. Page COP21, les artistes se mobilisent pour la lutte contre le changement climatique. La chanteuse Patti Smith et Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, c'était au Trianon hier soir dans la capitale française pour un concert exceptionnel. Au programme, chansons et prises de parole militantes. Un reportage signé Marc Pope, Marc Thompson et Julien Fouchet. Tous les événements de la COP21 ne suscitent pas autant d'excitation. Le concert Pathway to Paris fait appel au pouvoir des célébrités. Flea et Patti Smith. Tom York. Moi, je viens pour Patti Smith. Une nuit de musique pour faire passer un message. Sur scène, la légende du rock Patti Smith, le chanteur de Radiohead Tom York et Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Au total, une douzaine de musiciens, d'auteurs et de journalistes ont répondu présents pour demander à chacun dans le monde d'exiger davantage de leur gouvernement et des grosses entreprises. Nous devons être les épines, individuelles et collectives, dans les pieds de ces corporations et de ces gouvernements. Nous devons les piquer encore et toujours jusqu'à ce qu'ils se mettent à saigner. Pour donner plus d'épaisseur à la musique, l'auteur de best-seller Naomi Klein et le journaliste environnemental Bill McKibben étaient présents. L'événement est aussi une affaire de famille. Jessie, la fille de Patti Smith, est l'une des organisatrices de l'événement. Tout le monde est là par sa propre volonté, ce n'est pas seulement pour jouer, assister à un concert ou être à Paris. Ils soutiennent vraiment ce mouvement et sont passionnés. Je pense que mélanger musique et discours est une expérience très puissante. Pour le grand final, tous les musiciens sont montés sur la scène pour jouer ensemble. Un événement qui devrait se répéter, notamment pour la COP22 qui aura lieu au Maroc en novembre prochain. Les organisateurs, eux, s'y sont déjà donné rendez-vous. La traditionnelle illumination du sapin de Noël à Bethléem. Bethléem reste la ville de la paix et à l'approche de Noël, nous devons prier plus que jamais pour cette paix, a déclaré la maire de la ville natale du Christ. Cette année, les célébrations prévues en Cisjordanie sont limitées en raison d'une nouvelle escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens. Le reste des images en caméra libre. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le patriarche maronite Chararahi exhorte les forces politiques à examiner avec sérieux et dans un esprit responsable le compromis proposant l'élection de Slimane Frangieh, chef des Maradas, à la présidence de la République. Au Yémen, le groupe État islamique revendique l'attentat qui a coûté la vie ce dimanche au général Jaafar, le gouverneur de la province d'Aden, proche du président Hadi.
Un discours très attendu ce dimanche, celui de Barack Obama depuis la Maison-Blanche. Il va évoquer la lutte contre le terrorisme, 4 jours après la fusillade de San Bernardino en Californie. Et plus de 44 millions de Français sont appelés aux urnes pour les élections régionales. À 1 an et demi de la présidentielle, c'est un scrutin test. Les sondages donnent le FN de Marine Le Pen en tête avec 32% des intentions de vote. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans moins de 3 quarts d'heure à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24 en partenariat avec France 24. À tout à l'heure et bon début de semaine à toutes et à tous. الأجواء إيجابية إن شاء الله.